Bon, on nous le rabâche souvent, notre planète est en danger. Tous les signes sont présents pour dire qu'on est en train de la foutre en l'air. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Alors avec mon groupe de potes, on a décidé de partir 4 semaines à travers la Bretagne, de mettre à l'épreuve des low-tech que nous avons nous-mêmes fabriqués, et d'aller à la rencontre des producteurs locaux. Et on vous présente tout ça. Le nom du projet... Se taper les jambes pendant un mois. On va partir à 5, à vélo, à travers la Bretagne pour vous présenter des low-tech, que ce soit en vidéo ou... Faut que je vous présente l'équipe. Le malpoli qui me coupe la parole, c'est Dave, mais on va le surnommer le dérailleur pour cette vidéo. Vous comprendrez vite pourquoi. C'est un vélo qui a plus de chaîne. Ça y ressemble quand même. Oh! Revenez! Lui, c'est Loïc, le healer du groupe. Tout groupe partant pour une aventure a besoin d'un healer. Surtout quand on a Yuen. Yuen, c'est lui. Notre cher ami qui a fini à l'hosto hier parce qu'il s'est planté un truc dans le pied. Bah, 2 points de suture et puis j'ai encore le collier. Le collier. Oui, ensuite on a... Tim, notre navigateur. Très fort pour nous trouver des bivouacs incroyables, mais on repassera pour les chemins praticables. C'est trop dégueulasse là. Et ça, T'es une star, tu vas montrer toute ta vie, mec. c'est moi. Messieurs, à nos aventures. Le gars arrive à flex en trinquant quoi. Wow. Stop, arrête. Wow, elle me fait tellement pas confiance. Un jour. De quoi? Elle pète en un jour. Stop, arrête. Ouais, il a fait ça. T'es vraiment arrivé pile dans la fréquence de vibration du système. Oh la vache. Ils se sont entêtés à vouloir aller acheter une chariote parce que du coup ils se sont dit ah, on la fout en l'air, c'est bon, fuck. Donc on a une chariote en plus sur laquelle on a mis le Drapeau. le Ah four non, on a mis solaire. le four solaire dessus. Et en fait entre temps j'ai réussi à réparer la chariote in extremis. Donc on n'aura pas 2 chariotes, mais on en aura 3. Ce que vous voyez au-dessus là, c'est un frigo radiatif. Alors pour faire de la réfrigération, on peut s'appuyer sur un principe physique assez simple et surtout extrêmement commun qui est l'émission infrarouge. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, on peut se dire que tout corps, de manière générale, que ce soit mon t-shirt ou vous ou le tableau, ça émet des infrarouges en permanence. Du coup, c'est ce qui permet, de manière générale, de perdre de l'énergie et du coup, d'avoir une baisse de température. C'est-à-dire que si jamais on met un objet juste dans l'espace, dans le vide, il ne reçoit pas de lumière, bah, il va tomber en température. Donc nous, comment est-ce qu'on exploite ça? On fait en sorte d'avoir une plaque qui émet assez bien des infrarouges, parce que les différents matériaux sont pas égaux pour ça. À partir de cette plaque émissive, on va construire notre module qui fait du froid, en venant isoler des infrarouges qui viennent de l'environnement extérieur, que ce soit les arbres, les maisons ou autres. Et aussi, on vient isoler thermiquement avec, ça peut être du polystyrène, ça peut être n'importe quoi comme matériau isolant. Et ici, on vient garder une fenêtre, un genre de fenêtre, que ici on va faire avec par exemple du film de cuisine, pour faire en sorte que nos infrarouges puissent se barrer et que en même temps on ait une couche d'air qui vienne faire de l'isolation thermique. Et donc, grâce à ça, on vient avoir l'environnement qui, par exemple ici, nous met nos infrarouges sur notre boîte, ça rebondit. Ici, on vient émettre jusque dans l'espace qui ne nous en renvoie pas. Et comme ça, on fait une perte nette d'énergie et donc une baisse de température. Et du coup, on a ça en plus maintenant, en low-tech. Ce qu'on n'avait pas à la base parce qu'on c'était trop encombrant, on s'est dit de pas le prendre. Maintenant, on a une chariote en plus, on peut. Et du coup, ce que j'ai fait techniquement, c'est que ici, il y avait entre la fourche ici d'ancien vélo et cette barre là, un bout de bois qui faisait transition entre les deux. Donc ça faisait métal, bois, métal. Ça a pété entre les deux. Donc maintenant c'est direct métal contre métal, donc rigidification de l'ensemble. Et ici en fait on a rajouté ce qui s'apparente à une barre stable en fait. C'est concrètement une barre qui rejoint cet ensemble là à cet ensemble là. Et ce qui permet d'avoir vraiment les deux trucs qui sont soudés entre les deux. Donc voilà. Et ça fonctionne. Ouais, et pour l'explication, pourquoi est-ce que je me travaille avec une serviette dans le dos? Parce que cet homme est rouge. Regardez. Oh waouh. Voilà, en réparant la chariote de mort là, et ben je suis resté au soleil tout le midi donc. Je suis un pro. Voilà ce qui se passe. On est ingénieur ici ou on l'est pas. Dave, il y a tes roues qui partent en couille. Ah putain. Ah oui bah d'accord. Ça a cassé? Ah bah le tenon mortaise il a lâché.
Bon, arrivé sur le camp, on a monté un peu tout ça, on a des hamacs. Moi j'ai mis le nécessaire de batterie à charger parce qu'on va avoir mine de rien besoin d'énergie. Donc on a un petit étang à côté, on ira pêcher après. Que du plaisir. Toi ça se passe bien Tim, la réparation de la chariote pour la 3e fois? C'est moins cher tout à l'heure dans l'urgence. C'est pas une réparation. C'est une amélioration ça. Non, non, là c'est une réparation, elle aurait pas tenu demain, regarde. Dis pas. Ah oui. Donc en fait là pour vous expliquer un peu. En gros, regardez, en gros en fait à la base ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des pièces comme ça. En gros ça c'est un tenon et en fait ça nous sert à faire en sorte que l'axe qui est ici il soit tenu. Sauf que ce qui s'est passé c'est que ça a cassé. Donc on a été acheter des cornières comme ça avec le bon diamètre et ensuite on les visse et en gros vu que là on a un contact métal-métal c'est quand même un peu plus robuste. Et du coup de l'autre côté on a pété ça trop rapidement et le truc c'est que l'axe il est trop court. Du coup en fait on l'a foutu dans l'autre sens, c'est un peu là il galère. Si vous arrivez à le voir, on voit que dalle. Bah ouais. Tu passes en dessous pour le monter. Ouais, ça va me faire chier. Yes, ensuite tu chies du bois là-dedans et tu l'ouvres un max. Parce que tu pourras pas tout mettre. Non bah c'était cool quand même aujourd'hui. Au niveau du vélo c'était pas trop dur et ce sera à peu près ça, il y aura juste d'autres étapes. Un peu sur la fin où ce sera plus long. Moi ce qui me casse les couilles c'est mes coups de soleil, mais tranquille. Demain matin au réveil comme ça. Pour l'instant ça va, dormir ça va être plus compliqué. En vrai, on peut choper une pharmacie sur la route, non? Ouais, on va prendre de la biafine. Ouais, au moins de la biafine. Ouais, ou Genre de la biafine, moi je prends des bandes pour mon pied quand même. De quoi? The next morning. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui se passe? Bon, je pense que les images suffisent. Donc ouais, on a pris la flotte. Forcément, on habite en Bretagne, on fait un road trip à vélo en Bretagne, il faut bien qu'on prenne la flotte. Ça va ton l'essorage de ton t-shirt toi? Ouais, ça essore un max mec. Les hamacs c'est pas forcément étanche à noter. Noted. Mais moi j'y suis resté longtemps en plus. Je suis venu il y a 5 minutes. C'est du bon. Moi je me suis dit t'inquiète ça va finir dans 3 minutes. Ça va faire Il va quand même pas pleuvoir toute la nuit. 2 heures après. Putain, donc elle fait 360 et sur 8. On a décidé de partir du camp, même s'il pleuvait encore. Et la chariote, je peux pas filmer, mais la chariote a fait un 180 degrés sur le côté. Bon, pour vous faire un état des lieux, en fait, ça n'a pas cassé, mais on essaye de renforcer en fait en mettant un écrou dans la tige. C'est bon, je suis lumière. On pète, on répare, on pète, on répare. On va plus passer notre temps à réparer les chariotes qu'à présenter des low-tech. C'est les aléas de la vie. Et puis au moins, une fois que ce sera vraiment renforcé et fiabilisé, normalement ça devrait tenir tout le long du trajet. On espère. Ya Ya On a décidé de renforcer. Ouais, vu la gueule des soudures. Ouais, dinguerie toujours. En gros, j'ai participé au concours du plus gros bâti de campagne. C'est à peu près ça. Bref, avec ces cordes-là, on va pouvoir avoir le châssis. Les cordes tendues là, là, là. Du coup, ça décharge un peu la tension. Merde. Bien raillé. Ouais. Oh, le feu de camp. Le feu. Pour cuisiner en plus. Ouais, allez, je vais te laisser profiter avec tes copains. Bisous. Je sais pas. Vas-y, bisous, déjà. Bisous, gars. Et bisous les gars. Bonne nuit. Bisous. Ciao. Tchous. 60 FPS, c'est bon. Ok, on est parti.
c'est parti. En route vers de nouvelles aventures. Ah mon cul. Bon, c'est vrai qu'on avait toujours pas fait de tour des vélos, donc je vais m'en occuper maintenant. On a du coup un De Vinci Caribou, donc made in Canada. Ça me correspond bien, j'aime bien. Avec des petites poignées. Franchement, il a trop de la gueule. Donc de base, c'est un vélo de course qui a été converti en gravel. Donc converti en gravel, ça veut dire que j'ai juste foutu des pneus gravel dessus. Là, on a une Chariot D4, donc c'est celle qu'on a achetée. Donc c'est la non désirée, elle a un nom. Odette. Voilà, c'est une anime Odette parce que c'est un prénom de personne non désirée. Désolé pour vos grands-mères. Ensuite, on a foutu un peu tout le bordel. Le four solaire est là. Four solaire qu'on essaiera par la suite. On a le vélo du Médic. Donc ça correspond plutôt bien hein, avec ses rouges. Truc rouge, genre on est sur un vélo de Médic. Voilà, c'est le vélo balai. C'est lui qui se met tout derrière, donc c'est petit tonnerre le vélo balai, c'est celui qui se met du coup à la fin du convoi. Moi je suis en avant-dernier dans le convoi. Ensuite on a tête de convoi. C'est son vélo à lui, c'est lui qui a le GPS, c'est lui qui a fait la navigation. Avec le petit drapeau breton, ça c'est beau. Un VTT, tout ce qu'il y a de plus banal. Porte-bagages avec 2 sacoches de sel dans lesquelles il y a du matos, des affaires. On a ensuite le deuxième de convoi avec toute la bouffe. Si jamais vous avez envie de refaire un truc comme ça, démerdez-vous comme vous pouvez. Faites des tests, pétez-les, réparez-les et au bout d'un moment ça finit par tenir. Le premier jour... La seule attention à faire, c'est vraiment la liaison des vélos. Que ça soit glissant, pas mettre sur du bois ou quoi. Ouais, faut vraiment essayer de faire métal-métal sur la liaison des roues et puis après le reste des merdes. Voilà, c'est ça, un maximum de liaison métal-métal sur tout ce qui est châssis. Ensuite le reste, l'armature en elle-même. L'armature en elle-même, voilà. Et après rajouter des trucs dessus. Ouais. Faites d'abord un châssis solide et rajouter des trucs dessus, exactement. Ça a été acheté, la liaison, mais sinon tout le reste c'est la récup et tout ce qui est visserie aussi ça a été acheté. On a des gants de box parce qu'on a des bagarreurs et ils ont chacun ramené ses gants de box. Porte-bagages, sacoche de porte-bagages, sacoche de porte-bagages. Sacoche avant, bon là c'est du matelas du coup, matelas et sac gonflable. Ensuite on a la Chariot qui est juste devant moi, donc en avant-avant-dernière. Là c'est un truc, c'est celle qui a pété les 50 premiers mètres. Et ensuite le vélo tactique. Tout ça, super. On avait un pressoir comme ça mais plus grand. Il faisait 2 mètres par 2 mètres. Ah ouais, ça fait un... Parce que ça fait pas... On fait que... Une bouteille. Ouais, non peut-être un peu plus. Mais... Je sais pas combien sur ce genre de pressoir, 3 barriques peut-être. Mais je me souviens que mon grand-père, on en faisait avec ce genre de trucs. Oui, mais il y en a qui très utilisent toujours ça. Mais là le pressoir il est entier, enfin la pièce en bois au-dessus. C'est normal qu'elle prenne pas toute la place au-dessous. Non mais il manque des pièces là, il faut des... Mais en fait il y a des couches. Il y a des traverses normalement en bois dans l'autre sens. Ok. Qu'on met sous cette pièce là. Ah oui, c'est ça qui appuie sur les... Et après il y a des clés en bois qui font des demi-plateaux si on veut, qui viennent autour de la vis. Et entre, il y a des couches de pommes dans des toiles. D'accord. Ou à l'époque dans de la paille. D'accord, ok. Maintenant on n'utilise plus ça. Et moi j'ai une question parce que je sais que moi je le fais par chez moi, enfin je le faisais quand j'étais petit et je sais que ça se fait toujours, mais il y a des gens qui viennent vous apporter leurs pommes pour récupérer des bouteilles ou... Oui, on le fait, mais c'est surtout, on fait notre cidre avec des pommes que les gens nous apportent. Ok. Certains. Oh. D'accord. Enfin nous on a nos vergers, on a 9 hectares déjà de vergers. Et ça fait quand même hein. Mais certains n'en font rien, donc ils nous apportent leurs pommes. Ah bah ouais. Moi ça me fait un complément. Et puis je les paye, quoi, je paye leurs pommes. Ah bah oui. Donc, du coup vous êtes médaillé en plus, j'ai vu, il y a toutes les... Oui, on participe à des concours régionaux, enfin un concours. Ça c'est toute la Bretagne, celui-ci là. Ok. Et puis un concours bientôt, la semaine prochaine, à Fouesnant. Ça c'est un concours plus local. Ok, d'accord. Concours Les panneaux là, ils sont... pour les professionnels et les amateurs. Et les amateurs. Ouais, oh, c'est chouette ça. Ouais, Oui, c'est pas de la distillation, on a le droit du coup. Oui, c'est de la fermentation, donc c'est autorisé. Oui, il y a des amateurs qui font du cidre. Et là, ils peuvent participer au concours. Okay. Alors que le concours Bretagne, c'est que les professionnels. Ah, d'accord. Donc on participe à ces 2 concours-là, et puis c'est tout. Moi, je mets pas les médailles sur les bouteilles. On en met quelques-unes là, comme ça. Ouais, mais après, c'est un gage de qualité quand même. Hein. Oui, c'est histoire de se comparer aux collègues, voir un peu si on a bien travaillé. C'est ça. Le matériel, c'est ça. C'est-à-dire que nous, les pommes, on les ramasse maintenant à la machine. Okay. Elles sont stockées sur la dalle qui est dehors, là. Ok. Lavées, avec un tuyau et de l'eau. Elles tombent dans le caniveau. Et après, elles sont récupérées par le tapis qui est là. Donc ensuite, ça vient dans cette trémie. Après, ça va être trié
des pommes pourries. Sur les deux pommes, tables ils arrivent là, ici. C'est trié à la main? Oui, D'accord. là il y a 2 personnes qui trient. Ensuite ça retombe dans l'eau là, des pommes saines. Ça monte par la vis sans fin. Et là il y a la râpe. D'accord. Donc c'est une râpe comme les râpes à légumes. Je crois qu'elle est par là d'ailleurs. Et ça fait des petits morceaux de pommes. Et ces petits morceaux de pommes là on va les stocker dans la benne ici. On met 3 tonnes. Ah oui, quand même. 3 tonnes de pommes. Et ça va nous permettre de faire une pressée. Ok. Ensuite, on pompe. Voilà, il y a une vis sans fin qui pousse avec un tuyau qui est relié au pressoir. Le pressoir, c'est celui-ci. Ah, c'est différent de... Ah oui, oui. Ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est un pressoir à vin. D'accord. Ok. Ah oui. Qui vient du Jura, que j'ai acheté d'occasion, puis ça marche pour le cidre. Donc on met les pommes dedans. À l'intérieur, il y a une membrane en caoutchouc qui va se gonfler. Ah oui, du coup, forcément, ça va. C'est pneumatique. Ça écrase la pulpe de pomme sur les parois. Et du coup, le jus tombe en dessous. Le jus coule par les fentes. Ok. Qu'on voit là. Et ça va couler dans le bac qui est en dessous. D'accord. Et ça dure 1h30, 2 heures en quart, après une pressée. Parce qu'entre deux, bon, c'est des cycles, il y a 8 cycles. Donc ça va tourner. Après, le jus coule, ça s'arrête, ça se dégonfle. Ça regonfle, ainsi de suite. Et ça monte en pression de 200 grammes à 2 bars. Ok. Et quand ça arrive à 2 bars, le cycle s'arrête et puis là le jus est extrait, il n'y a plus que le marc, les pommes qui sont sèches. Et du coup, les pommes sèches, vous en faites quoi? Vous les... Avant, ça se donnait aux vaches en complément d'alimentation. Mais ici, je connais personne qui en récupère. Okay. Moi, je le donne. Sinon, je les pends sur des prairies et puis ça se désagrège. Ça disparaît. Okay. Et maintenant, ça part dans un méthaniseur. Ok. Oh, c'est chouette. D'accord. Pour faire Le gars, il récupère ça. Et ça fait énergie. Ouais. Du coup, bah oui. Je lui donne et puis lui, il vient, il pose une benne et quand c'est plein, il emmène ça dans le Finistère, là, un peu plus loin. Puis il a un méthaniseur, donc comme ça sert à quelque chose. Je me demandais si on fait quoi comme quantité une pressée. Alors c'est à peu près 1700, 1800 litres, ça dépend des années. D'accord. Ça dépend de... Parce qu'il a plu. Ouais, s'il a plu beaucoup, il y aura plus de jus. Ah ouais. Mais bon, il sera moins sucré. C'est une moyenne, quoi. Bon, après, ça dépend du pourcentage de rendement que ça donne. D'accord. C'est variable d'une année à l'autre. Et des pommes. Quand même. Ah bah oui, il faut remplir les cuves quand même. Ouais, c'est ça. Donc ici, ça se remplit tout seul. Quand je vais manger à midi, je peux laisser le pressoir tourner. C'est cool. Il y a 2 flotteurs dans le bac, là. Quand le niveau monte, ça déclenche une pompe. Tout ça, on peut gagner du temps. Et du coup, après, c'est stocké où du coup? Ça part ici. Ok. C'est-à-dire que j'ai un tuyau avec une pompe qui va dans la cave. Vous faites une filtration ou pas? Après, ouais. Au final. Ça, c'est le filtre est là. D'accord. C'est un filtre. C'est ça, la décantation? C'est céramique, c'est pas organique. Ouais, d'accord. Ok. Merci. Bon, je sais, je connais, mais j'avais un peu de mémoire. On a des connaisseurs ici. C'est des membranes céramiques. Ok. Dans les 2 tubes là. Donc ça passe à travers et puis le site sort, il n'y a plus de levure, il n'y a plus de bactéries. Ok. Et ensuite, fermentation. Ah ça non, ça c'est juste avant la mise en bouteille. Ouais, d'accord. Ok. Ça c'est une centrie, comme on l'utilise pour le vin, pour le lait, pour l'huile d'olive, pour le gasoil sur les bateaux. D'accord. L'huile, les gasoils, pour le clarifier. Ok. Ça tourne et puis ça sépare le solide du liquide. D'accord. Et là on passe le cidre dedans quand il y a besoin pour enlever les levures, pour pas qu'il fermente trop vite. D'accord. Ah ouais. Ça le calme. Ok. Et ensuite, au final, quand ça va fermenter, on choisit ce qu'on veut faire et on le passe dans le filtre là et on met en bouteille. Et du coup, comment est-ce que vous pouvez on va dire, choisir ce que vous voulez faire? Si vous voulez faire du doux, du brut, du extra brut, Ça c'est fonction du taux de sucre. Ok. C'est-à-dire qu'avec la même cuve, on peut faire toutes ces catégories de cidre. Ok. Donc doux, demi-sec, brut, extra brut. Ok. Après, ça va dépendre du temps de fermentation. Ok. Plus on attend, plus il sera sec. Ok. Plus il consommera son sucre et plus il y aura d'alcool. Et du cidre doux, il y aura peu d'alcool. Ouais. C'est-à-dire moins de 3 degrés. C'est ça. Et l'extra brut, il va faire 6, quoi.
Et après, si on le laisse complètement fermenter, il n'y a plus de sucre. L'agneau. Voilà, c'est pour distiller. C'est pour distiller. Ok. Et du coup, pour du cidre brut, admettons à 5%, ça prendrait combien de temps Ah, ça, c'est vraiment variable. Moi, je pèse toutes mes cuvées toutes les semaines. D'accord. Oh, on n'avait pas vu. Donc, ça permet de savoir à quelle vitesse ça fermente. Je vois le nombre de points de sucre que je perds toutes les semaines. D'accord. Et quand c'est arrivé à la densité que je veux, bah, je fais ou du brut, ou du demi-sec, ou de l'extra brut. C'est ça le principe. Faut suivre. Parce que sinon, ça peut fermenter très vite. Ouais, c'est ça, si on n'est pas régulier. Ah, si on ne suit pas, en l'espace de 3 semaines, on peut se retrouver avec du cidre qui n'a plus de sucre du tout. Donc là, il est. Hein? Ah oui, c'est vite quand même. Ah, s'il fait doux, oui. Ça vous est déjà arrivé ça? Bah, avant, j'étais un peu à la merci de la température, parce que la cave n'était pas isolée. Ah oui, Et d'accord. depuis quelques années, j'ai fait une cave qui permet de refroidir. Ah, et donc du coup, comme ça, vous contrôlez et la température, et donc du coup, ça permet d'être plus précis dans vos... Bah, disons que là, je peux maintenir la cave à 6 degrés. Ah oui. Et je peux même garder une cuve jusqu'à l'année suivante. Ah ouais. En cuve. Je suis pas obligé de la mettre en bouteille. C'est 100. Moi, j'aime bien. Tout a été nettoyé pourtant, mais. Ah, mais ça sent bon. C'est plus longtemps que Mais ça nous en reste un peu quand même. Ouais. Parce que là, tout est lavé. Et c'est des cuves en quoi? Fibre de verre. Ah ouais. C'est de la fibre. Grosse fibre à s'enrouler. Parce que moi, je bosse dans la chimie et je pensais que c'était... J'ai bossé en agroalimentaire aussi et je pensais que c'était que les... Que les cuves en... Inox? Ouais, en inox. Non, il y a des cuves pour le vin, ils utilisent ça aussi. Toutes sortes de choses. Mais l'inox c'est plus cher. Oui, le 307, ça c'est pas donné, ouais. Ça fait un peu... Vu le volume, j'ai pris des cuves comme ça, puis ça. Bah, ça se nettoie très bien. Hein. Ouais. Là, on a une pompe avec une boule de lavage qu'on met dedans, on ferme, et puis après, bah, ça lave les parois. Donc ça ressort quand même nickel. Parce que là, vous avez combien d'hectos? Ici, j'ai 80 et 30, voilà, ça fait 1100 hectos. Ah oui, ok. Bon. De capacité. Oui, d'accord. Après, j'en garde toujours une vide pour faire les soutirages. D'accord. Mais ouais, on peut faire 1000 hectos. C'est ce qu'on fait par an. J'ai pensé tout à l'heure, quand vous aviez parlé du bar. Du côté de Vannes, il y a la Téléthon et les cidreries locales qui ont fait une collaboration pour faire un cidre polonais et une bière avec les bière cidrée, enfin cidre polonais, ouais. Mais est-ce que vous faites ces mélanges-là de cidre avec d'autres ingrédients? Non, moi je fais pas du cidre classique, on va dire. D'accord. Différents cuvées, différents. Ouais, enfin, des différents pommes, mais. Non, je sais que ça se fait en Angleterre, j'en ai goûté. Mais non, moi je suis du traditionnel. Très bien. C'est ce que les gens cherchent. C'est vrai. Aussi. On peut faire plein de trucs. Ah oui. Alors les industriels font du cidre un petit peu aromatisé, donc c'est. Ouais, je leur laisse ça quoi. Mais quand c'est industriel, on y touche pas déjà. C'est pas trop la politique de la maison. Non, on fait du cidre qu'avec des pommes. Très bien. Eux, il en a un peu. Ils utilisent beaucoup des concentrés. Oui, c'est pas du tout la même chose. Nous, c'est pur jus. Et donc, du coup, la pièce, elle est refroidie elle reste stable à combien de degrés Ah, bah c'est moi qui gère. Je peux la mener à 6 degrés si je veux. Ouais. D'accord. Ah oui, c'est quand même relativement. Ouais. Ça fait un temps, vous? Faut un certain temps, ouais, avant que ça. Ah, bah, logique, en même temps, ça. Mais une fois qu'on s'est appris l'inertie, la température se maintient. Oui. J'ai une sonde là, qui permet de. Ouais. Et après, je règle la chambre froide en fonction. Je pense ça, ok. Oui, là, maintenant, c'est la température ambiante. Si c'est. Ça me fait penser, les gars, au TP, ou les DS, vous savez, qu'on peut avoir. On dit oui, alors on a tant de litres. Ah oui. Mais c'est exactement ce genre de système que nous, en fait, on a étudié en quelque sorte. On a la régulation. La régulation, tout ça, c'est régulation de température, tout ça, bah, en fait, on les voit ici, quoi. Oui, bah ça se fait tout seul. Ouais, bah oui. Il faut quelqu'un derrière pour les coder, ça, c'est notre travail. Oui, bah. Mais ça notre métier. Chacun son boulot. C'est ça. J'ai pas fait assez d'études.
J'ai pas comment ça. Attention. Bon, du coup, moi j'ai appris sur le tas. Hein. Ah bah. Ça mérite. Oui, Mais cette exploitation, vous l'avez créée ou vous l'avez rachetée? Non, ça existait déjà. Mes parents avaient lancé le truc 5 ans avant que je vienne. Et eux, ils faisaient ça, je dis, dans En des passe-temps. sur un pressoir en bois, Ouais. dans des fûts. Ah, pour le plaisir de presser. Après, le matériel n'était pas le même du tout. Ouais. Il a fallu développer parce qu'il faisait 10 fois moins de scie que je fais maintenant. Quoi. Donc il faut adapter. C'est ça, logique aussi. J'imagine que aussi avec du matos en bois, c'est difficile d'avoir une stabilité dans Bah, ces récoltes, mais- disons qu'il faut être propre. Quoi. Ouais. Si au moins c'est clair, c'est de l'inox, c'est des cuves propres. Il peut y avoir des risques de maladies, de bactéries sur le site. Et après, il est plus bon. S'il est plus vendable, c'est pas trop le but. Mais ça reste un produit fragile quand même, donc c'est jamais gagné d'avance. quoi. D'accord. Et du coup, c'est mis en bouteille après, justement, dans le... Alors après, dans le passé, j'ai eu une chaîne d'embouteillage qui était là. Ok. Donc ça permettait de remplir, boucher, museler. Ok. Et on était deux, un à chaque bout, ma femme et moi. Mais pour tout faire, ça nous prenait un mois. Ah ouais. Un mois tous les jours, quoi. Ah ouais. En sachant qu'il faut tenir le magasin, Ouais, c'est qu'il y a ça. d'autres trucs à faire, il faut livrer, C'est il ça. faut le temps de l'héberger, il y a du boulot. Donc c'était très long. Donc j'ai changé de système, maintenant je fais appel à un prestataire. Ok. C'est un camion qui est dans la région de Vannes d'ailleurs. Ok. Donc le prestataire, il vient avec un camion. Il vient avec un camion remorque. Ok. Oui. Ok, d'accord. On branche sur la cuve. Et là j'embauche 4 personnes, plus moi. Moi j'amène des bouteilles vides sur le camion, je récupère les pleines de l'autre bord. Ah, c'est le camion qui met en bouteille tout, c'est quoi. le Ah, c'est camion qui a la génial. chaîne d'embouteillage. Oui. C'est trop malin. Il fait que ça. Le gars ne fait que ça. Ah, mais c'est super malin. Et dans la journée, nous, ma femme et moi, on faisait ça nous-mêmes. Ça nous permettait de mettre 7000 bouteilles dans la journée. Ici, on en met 22 000, quoi. Ah ouais. Donc en l'espace de 5 jours, 5 jours, j'ai tout mis en bouteille. Ah ouais. Il vient de janvier à mai, une journée par mois, et puis c'est fini. Donc avant, ça prenait un mois. Donc, c'est mieux. plus l'achat du matériel, Ouais, c'est ça. plus la maintenance. Plus la maintenance, plus. Alors que là, lui s'il y a une panne, c'est lui qui se débrouille. Ouais, c'est ça. Vous payez juste un forfait. Et puis Je voilà. paye à la bouteille. Ah, c'est à la bouteille. Ok. J'achète les bouteilles, les bouchons, les muselets, et lui, il fait la prestation. Ok. Mais il fait que ça. Je sais pour le champagne, je crois que c'est 3 tours et demi le muselé. Donc j'imagine que c'est la petite grille en métal. Enfin, Oui, le muselet, c'est ça, ouais. Est-ce que pour le cidre c'est pareil, il y a une tradition, enfin une règle entre guillemets de nombre de tours Je sais pas, c'est la machine qui le fait. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'on pose la bouteille sur la chaîne, elle est rincée à l'intérieur, égouttée, après elle est remplie. Là, on y ajoute le CO2, si on met du CO2 à la mise, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, on peut le mettre sans CO2. Et c'est bouché, c'est muselé, il met le numéro de l'eau sur le bouchon, automatiquement, et nous on range les bouteilles dans des caisses en bois. Quoi. Ok. Il faut être, ils sont 4 à ranger. Moi je fais la distribution des palettes. Ouais, c'est que ça doit débiter quand même, parce que s'ils sont 4 à ranger. On est à 3200 bouteilles heure. Ah ouais. Ça avance bien, ouais. Ah oui, Et eux ils sont 2 sur le camion. Presque une bouteille seconde quoi. Ouais, Maintenant c'est des gens qui viennent de racheter la boîte. Là. Ils sont 2, lui et sa femme. Et eux ils mettent les muselets, les bouchons, et puis ils surveillent la machine. Quoi. Ok, ouais. Turbine. Donc ça avance, ouais. Ouais, on a même tourné à 3003 ici, je crois. Si ça se passe bien, il peut aller à seul maxi, je crois. Et du coup, vous avez combien de bouteilles à l'année C'est dans les... 100, 120, ça dépend des années. 120 000, ouais. Ouais, à peu près. Plus le jus de pomme, plus l'eau de vie. Ah oui, vous faites du jus de pomme aussi, parce ça. que oui, du coup, et après, il y a tout. Ah, il y a tous les autres produits. Ouais. On fait le jus de pomme, l'eau de vie, le vinaigre, un peu tout. Top. Ah, il y a de quoi faire. Et au niveau de la mise en vente, vous vendez en grande surface, vous vendez... Je vends au magasin ici, Ok. dans les crêperies locales, à part quelques-unes qui sont ailleurs en France. Mais c'est pas... J'en ai peut-être 2, quoi. Donc c'est que du local Ouais, 20 km autour. Ouais, c'est 20 ça, 20 km autour, à Ouais. part deux clients qui sont. Ah, il y en a un au Conquet, l'autre qui est dans... Et ça consomme en bouteille à l'année, du coup, Ah oui, autour. Hein. Et puis je livre les crêperies. Ah bah oui, logique.
Dans le coin, j'en ai quand même, je sais pas, une 20, 25. Et puis des supermarchés locaux. Ok. Je travaille en direct avec eux. Je dois en avoir 15, 16. Pas d'exportation, tout ça, donc faut venir chercher sur place. Mais ici, il y a toujours plein de monde, les touristes viennent. Donc, j'ai pas besoin de faire des salons. Ça m'arrange. Et ben là, il y a une pub gratos sur YouTube. Voilà. Et on essaye de travailler le plus local. Ouais. Vous avez raison, c'est top. C'est ce que justement on cherche à promouvoir avec nos choses. Bah oui. C'est ce genre de choses en fait concrètement. Oui, mais nous on est carrément dedans parce que on est très contents. il y a le tourisme qui vient surtout à partir de Pâques, juillet, août forcément. Il y a à chaque vacances, il y a du monde. Ah ouais, logique. Puis les locaux consomment aussi. Ouais, mais quand même, c'est pas grave. Donc on n'a pas à courir toute la France pour vendre nos produits. Quoi. Oui. Bah on va prendre des bouteilles nous. Oh, oui, c'est parti. Histoire de boire un peu. Et là vous allez où ce soir alors? On va aller. On dort à... c'est au bord de la mer, je crois que c'est Carfani le nom. Carfani, ouais. Ouais. Non, tranquille. Par contre, il va clairement falloir qu'on les arrive. Bon, bah go poser le campement ici. Voir à la fin du voyage, si tout se passe comme prévu, me renommer le maître du spot de bivouac. En vrai j'avoue que là on a un spot qui est juste incroyable. Hein. Parce que pour l'instant, il y en a qu'un qui nous a fait faux mon quoi. Ouais, j'avoue. C'est pour le plaisir de tes yeux, bah oui. J'apprécie la bouffe. Oh les jambes, putain. Ça, est-ce que je te rends ça? Non. Ok. Je me casse ma gueule. Comment ça va? Nickel. Mais guette un peu la vue. Moi je veux habiter là-bas. Pas nécessairement la meilleure des nuits, mais la meilleure des vues. Là clairement, la vue est incroyable. Se réveiller face à ça, franchement, génial. Mais moi j'ai mal au cou à cause du fait de pas avoir d'oreiller. Donc du coup là on va aller au D4. Je te raconte, tout était prévu, tout était prêt. Je suis arrivé, allez, 1 heure en retard. Sauf que on n'est même pas parti en retard par ma faute. Donc non. Allez les gars, je veux des petits déj comme ça toute ma vie. Un petit monsieur qui vient discuter avec toi qui est super gentil. Des gens qui débarquent dans ta baraque pour discuter. On a vu un petit vieux qui est venu nous parler. Non. Franchement non, c'était vraiment cool. Non, mais Il je était savais, vraiment je l'ai vu. gentil. Faut que je vous parle des descentes. Au début c'est marrant, on va à fond et on adore ça. Mais plus on en fait, et plus on remarque qu'après chaque descente, bah il y a une montée. Une montée, j'ai dit. Et puis ça c'est Dave qui est encore derrière. Du coup vous avez combien de... Les 40 mers. 40 40 mers. Ok. Et c'est que vache laitière? Enfin, vache. Pardon, je veux dire. Allaitante. Non, mince. Vache laitière et vache à viande. Ouais, bah allaitante, on dit vache allaitante. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Oh, il y a bien. Oh c'est de la belle bête en plus. Oh, wow. Littéralement. Et ils sont changés. Il est placé combien de fois Ça dépend de la taille du champ. D'accord. Oui, bah oui. C'est pas faux. Ouais, c'est pas Ça se tient quand même au raisonnement. Ouais, belle, bah oui.
Dis-toi que ça fait 400 kilos. Hein. Ça saute comme ça quoi. Au calme. Mais en vrai, les vaches, c'est comme des chiens, c'est trop mignon. Et les grosses, elles font combien? Ils font une tonne? Je sais pas, non, je pense pas. Ça pèse combien une vache comme ça? Ça pèse 700 kilos. 700 kilos, ouais. Une centaine de litres d'eau par vache, putain. Ils ont donné des aides là pour acheter des récupérateurs d'eau là. Sauf que bon, bah, quand il pleut pas, C'est ça, il y a pas d'eau. Pas très utile quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'offrent, parce que vu les 4 derniers mois d'été. bah ouais, mais bon. Les 4 derniers mois d'été. Ça n'a pas été 10 trop 000 dur l'été dernier. litres d'eau, ça part vite quoi. Enfin, au final, t'arroses deux fois ton potager. T'as plus d'eau. Je fais de la vente directe, il y a moi qui fais de la viande. J'ai une copine qui fait des yaourts. Oh. Là, il y a les maraîchers. Et un peu plus loin, il y a un éleveur de volailles. D'accord, ok. Ah ouais, tout est là. Et on Et a vous d'autres faites- voisins un peu plus loin, à 2 km, qui sont en train de monter un moulin et ils vont faire du pain et du beurre. C'est génial. Ouais. Et vous faites après, que, on aura faites que de la vente directe du coup? J'ai pour objectif de finir à faire que de la vente directe. Mais pour l'instant, je vends un peu encore dans les circuits longs, quoi. Ok. De moins en moins. Bon, c'est bien. On va vendre 70% de ma production en direct. Ah ouais. Ouais. C'est long à mettre en place, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis c'est Ça surtout fait pour, 8 ans que je fais de la vente pour faire de directe. la réputation et tout, le temps que les gens ils sachent que ça Bah existe, voilà, quoi, c'est ouais, surtout ouais, ça. ouais. Bon, maintenant j'ai ma clientèle qui est faite. Mais ça a été super long, ouais. C'est sûr. Hein. Et du coup, vous êtes, pour rappeler, vous êtes situé où en termes enfin, on est où exactement là? par On rapport est à Saint-Yvi, entre Concarneau, Rospordin, la Forêt-Fouenant, Saint-Évarzec et Quimper. Voilà. Donc retenez, si vous voulez de la vente directe, c'est ici qu'il faut aller. Et il y a de tout. Voilà, dans cette, juste dans le coin, un rayon de 10 km, je dirais. Ouais, il y a de quoi faire ses courses, quoi. Dans 2 km, tu fais toutes tes courses. Dans C'est 2 ça. km, tu fais toutes Il y a tes même courses. de la bière. Il y a de la Il y a de la bière. Oh, c'est sûr qu'on va y aller. Waouh. Faire tes courses à vélo. Donc pour rappel, alors volaille, porc, vache du coup, légumes, Bientôt pain et beurre. bientôt pain et beurre, bière, Yaourt. yaourt, tout ça dans un rayon de 2 km. Fromage aussi. va Et avoir. fromage. On aura tout. C'est génial. Des concerts aussi. Vous faites des concerts aussi, donc il y a des musiciens en plus. Moi non, les amis, ouais. Ouais, c'est top. Il faut bien se divertir, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est le grand regret que j'ai de notre petit trajet. Pas la place pour emporter d'instruments. Alors, ouais, ça, c'est- en fait, on va essayer de trouver une petite guitare, une guitare lélé quoi. Et moi je vais me la trimballer sur le dos quoi, parce qu'en fait on est plusieurs à faire de la musique. Mhm. Et Mais bon, on a dû faire des choix, quoi. on a dû faire des choix pour le. C'est ça. Et nous, nos guitares, elles sont un peu plus, enfin, pas trop transportables quoi. Moyen, non. Non. Une batterie, étrangement, ça passait pas. ouais, batteur en plus ici, donc. Ouais. Des chipots. Oh, De brebis. des chipots de brebis. De brebis d'un collègue de Trémargat. Oh, Vous connaissez Trémargat. C'est un petit village hippie dans le centre-Bretagne. Ah ouais. Faudra qu'on essaye de passer là-bas. C'est super là-bas. Ils font un festival le week-end prochain. Ça s'appelle les Jeunes Binettes. Ok. C'est super comme endroit. À qui je donne Au cuisinier. Est-ce qu'on arrive à l'oublier ou pas? Ouais, ils ont un peu ça fait. Sans ça Rempli avec l'eau du puits. L'eau locale encore plus. J'en avais pas d'autres. Bah du coup j'ai un peu trop passé. Notre team nationale s'est dit oh bah je vais changer mes pneus. Parce que c'est vrai que déjà avoir des pneus de VTT pour faire de la route c'est pas ouf. Donc du coup il a racheté des pneus. On lui a dit mec, faut des chambres à air aussi qui aillent à la taille de tes pneus. Pneus anciens. Pneus nouveaux. Donc il faut changer les chambres à air. Et ce monsieur a acheté une taille de chambre à air encore plus haute que ce qu'il avait avant. Le pire c'est qu'il a pas pris les tickets. Et que si tu dis oh j'en ai pas besoin, les gens ne faites pas ce genre de conneries, gardez les tickets. Voilà. Plot twist, les pneus sont pas bons. The next day. Bon alors les gars sont partis acheter du coup les bons pneus et les bonnes chambres à air pour Tim, plus une autre bâche pour les sacs de couchage. Et moi je m'en vais aller chercher une guitare transportable, si j'arrive à en trouver une, il y a un magasin de musique, on va aller voir tout ça.
puis les autres ils vont rester là sur le moment. Allez go. Ok. Consommer local, c'est bon pour le moral. Voilà. Mieux. Bon. On va de l'avoir de la guitare. Hein. C'est agréable. Content? Content, très content. Ah, c'est Tokyo Drift, tu veux me faire serrer par David. Mais il y a un robinet, il y a... C'est ça, il y a un robinet, il y a tout ce qu'il faut quoi. Bon, on en avait marre de se prendre de la flotte. Parce que genre sur 5 jours on a pris 2 jours de flotte et on s'est réveillé 2 fois avec quelques affaires trempées. Enfin, on avait prévu des bâches mais vite fait tu vois. Donc là, ils annoncent à skip un peu de flotte vers 3h du mat. Je vous fais un petit tour. Grande bâche tendue entre 3 arbres. Alors, premier point d'appui, deuxième point d'appui, troisième point d'appui avec 2 appuis au sol. Là. Ensuite, on a une deuxième bâche en triangle qui vient là entre les deux pour protéger un hamac ici. Et de l'autre côté, on a une autre bâche carrée qui vient là. Ouais, bon, c'est carré, rectangle. Et pour protéger un hamac ici, en dessous, là. Ce qui fait que là, on a 2 bâches, une carrée là et une triangle là-bas. Et là, on a la table au milieu pour prendre petit déj et tout ça tranquille. Un sac de couchage là, un sac de couchage là, un sac de couchage en triangle, en carré autour. Et on est full protégé de partout. On a un peu étudié la chose, normalement, si jamais il y a de la flotte qui vient, tout coule sur les côtés. C'est fait pour, il y a une petite zone de plat en haut, mais il y a les deuxièmes bâches, la bâche carrée au milieu et la bâche triangle qui viennent soutenir un peu la chose avec de la corde. Donc bon, il y a de la corde un peu partout, mais c'est pas plus mal. Voilà, c'est clairement une caravelle notre truc. Hein. C'est une caravelle. On va découvrir l'Amérique, je pense, ce soir. En gros, surmonter. Mais comme ça, tu roules. Là, tu vas chercher un trou. C'est génial. C'est génial. Tu sentiras mieux ton appui. L'autre côté, la jambe. Faut que tu freines là où tu vas dormir. Ouais, et là tu tombes.
3,000 years later. Vous voyez votre influenceur préféré? Tu fais quoi depuis 1 heure, Guilhem? Je joue de la guitare et depuis 30 secondes, je cherche un trèfle à 4 Tu feuilles. fais quoi depuis ce matin? Tu cherches un trèfle. Prépare les vélos. Tu cherches un trèfle à 4 feuilles. Attends, moi je vais rallumer en dessous pour que ça soit chaud. C'est pas un trèfle. C'est un trèfle. C'est pas un trèfle. Te fous pas de ma gueule, c'est un trèfle. L'implantation, c'est pas celle des feuilles d'un C'est trèfle. un trèfle. C'est pas un trèfle. Il y a une ramification qui est pas celle d'un Il trèfle. se fout de ma gueule, c'est un trèfle, c'est un champ. T'es dans un champ de trèfle. Non, non, c'est un champ de trèfle à 4 feuilles, ça. C'est pas des trèfles. Il C'est juste une plante qui a 4 feuilles et qui ressemble à un trèfle. 100% c'est un trèfle. C'est hyper commun. C'est un trèfle. Fais une recherche. J'ai recherché, il y en avait pas d'autres. J'en chope 2000. Bah vas-y. Les gars, vous voulez bien Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un trèfle ou pas? Moi je sais que c'est un trèfle à 4 feuilles. Tiens, regarde-toi. C'est pas un trèfle pour faire chier. Quel bâtard. Le but, c'est de créer des choses qui nous plaisent avant toute chose. Et si on trouve des gens à qui ça plaît aussi, on est content. Mais par exemple, on prend rarement des commandes. Surtout quand les commandes sont des commandes, vous me ferez ça, vous mettrez directive, vous mettez ça à 10 cm, puis vous me ferez... Ouais, voilà. Nous sommes dans le potier sauvage façon ours. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Donc non, nous sommes très accueillants avec les gens qui viennent, mais on n'a pas de, on travaille pas en relation avec un tel ou un tel. Okay. Au gré des rencontres. Au gré des rencontres, on peut effectivement travailler avec un tel ou un tel. On va travailler avec un jeune tatoueur qui fait des choses que vous voyez derrière vous là. D'accord. Il travaille à la pièce unique pour faire une exposition il y a 2 ans sur le thème de la mythologie nordique. Donc vous voyez les 3 dernières pièces qui restent. Ici, il a fallu, ici on a travaillé à l'estampage. Donc il faut créer des tampons et ensuite les reporter, ce que je fais, et les reporter ensuite sur la céramique. Ça a été toute une histoire parce que il est assez précis dans son trait et ça a été un peu compliqué. Mais notre spécialité, c'est de travailler à l'estampage, donc travailler au tampon. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont ici, en bois. Ceux-ci sont achetés auprès d'une compagnie américaine. Ça arrive donc directement de Chine. Mais vous en faites même aussi. Et tous les autres, en fait, c'est qu'une petite partie. Ça, on les achète parce qu'on les utilise nous, bien sûr, mais surtout on les prête à nos étudiants lorsqu'ils viennent prendre des cours. Est-ce que vous faites des cours aussi? Oui, sauf l'été. Ok, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, logique. Logique, mais du coup, Et tous les autres que vous voyez, ça c'est une toute petite partie. 90% des autres tampons, en fait, c'est nous qui les créons. Ok, donc on va dire que ça c'est les outils en mousse pour qu'ils apprennent et puis après... On les utilise aussi. Oui, on les utilise aussi. C'est sympathique, mais... c'est moins... Voilà. Mais ça fait partie de notre univers, on aime tout ce qui est graphique, on est élevé à coup de bande dessinée, de fantastique. J'aime beaucoup la spirale en carré. Ah, les spirales, on aime aussi. Donc ça veut dire que du coup vous faites à la fois, on va dire, de la poterie mais aussi de la sculpture sur bois, logiquement. Je ne travaille pas au bois. Okay. Je travaille avec une imprimante 3D. Ah ouais, ok. Vous avez modélisé en 3D avant? Oui. On fait des dessins et ensuite on les modélise et ensuite on les imprime. Il faut être moderne. Oui, bah oui, non mais du coup c'est assez particulier parce que on peut se dire, vu que là vous avez tous ceux que vous avez achetés, ils sont en bois, on peut se dire, bah... Oui, du coup, ça me prendra un temps fou. Ouais, bah oui, je me doute bien. Et en fait, ça serait une épreuve à chaque fois pour le faire. C'est très faisable. Hein. En bois ou n'importe quelle matière imputrescible, parce que comme la terre contient de l'eau, il faut que ce soit une matière imputrescible. Ça prendra un temps fou et la moindre petite erreur, il faudrait recommencer à zéro. Tandis qu'avec une imprimante 3D dont vous connaissez les qualités, ça va assez vite. Donc on utilise ça. Ça c'est pour la partie, on va dire, moderne, parce que pour tout le reste, nous c'est de l'artisanat au sens strict du terme. Quand on fait des statuettes, il n'y a pas de... Ah bah oui, logique, il n'y a pas de... comment dire, c'est purement du modelage, il n'y a pas d'intervention technique. Et une statuette comme ça vous prend à peu près combien de temps? Même si je pense qu'il y a quand même une grosse partie créative, on va dire, où on a l'idée, mais on avance un peu ça dépend ce que vous entendez par... Dans l'artisanat, on ne compte pas son temps. Oui. On évite parce que après on est obligé de fixer un prix qui ne tient pas compte du facteur temps, sinon les prix seraient exorbitants. Pour faire une statuette, il faut entre une journée de modelage ou une semaine.
L'échiquier dont je ne peux exposer que la photo, c'était un mois, mais de A jusqu'à Z. Ah ouais. Ça c'est super beau aussi. Ah ouais, ça c'est chouette. Hein. Et lorsque Marie-Laure fait... Après Marie-Laure, nous avons des techniques différentes. Marie-Laure est en haut, elle tourne. Ok. Mais vous avez un escalier en fait ici. Vous pourrez, il y a 3 tours qui sont en haut. Moi je ne tourne pas, je déteste ça, j'ai toujours détesté ça. Donc je travaille avec les autres techniques, puisqu'il y a 10 000 techniques pour faire de la poterie. Donc, quelles sont-elles? Parce que alors, le tournage, c'est l'aspect habituel du potier, c'est le potier à son tour. Le colombin consiste à prendre des boudins de terre et puis à monter des pièces petit à petit. C'est très long, c'est très chiant, je déteste. Voilà, le travail à la motte, vous prenez une motte de terre et puis vous la travaillez petit à petit, ce que les Japonais appellent le kiriniku. C'est ce que je suis en train de faire ici pour faire ce qu'on appellera un pot-caillou. Vous voyez, vous avez des succulentes dehors, ça servira à ça. D'accord, ok. On peut travailler à la motte, on peut travailler donc au creusage, on peut travailler au modelage, voilà. On travaille à la plaque beaucoup. Là vous avez, on appelle ça une croûteuse en poterie, mais en fait c'est une lamineuse, un laminoir en fait, qui nous sert à faire des plaques qui sont d'épaisseur égale pour pouvoir travailler ensuite sur des plats par exemple, des plaques. D'accord, on a une aussi. Elle a été réalisée par un ex-ingénieur, celle-ci. Donc c'est du bricolage de haut de gamme, mais on en a une qui était une industrielle dans une autre pièce beaucoup plus grande pour faire des plaques qui ont quasiment la taille de la table. Ah oui. Et pour réaliser quel genre? Pour faire des grands plats. Oui, si je on peut travailler. Alors, travailler à l'estampage, ça veut dire deux choses. Ça veut dire travailler avec des tampons. Ça peut vouloir dire aussi travailler avec des moules. Ah, d'accord, oui. On a réalisé des tas de moules, par exemple celui-ci, et ensuite vous réalisez une plaque de terre, vous connaissez la suite, vous prenez votre plaque et vous la plaquez donc à l'intérieur du moule, ensuite vous la travaillez, selon le résultat que vous voulez obtenir, et ensuite soit vous la laissez sécher, mais le plus simple encore c'est de passer un coup de sèche-cheveux, de façon à faire en sorte qu'elle se décolle au bout de 5 à 10 minutes, pour pouvoir ensuite la finir, la laisser sécher et la passer au four. D'accord. Ça c'est travailler au moule. Vous voyez, il y a des tas de moules partout. Ah ouais. Voilà, on a des formes différentes et on s'amuse avec. Ça par exemple, ça va donner. Oui. Ah oui. Ça. Okay. Voilà. Oui, donc les assiettes, ce genre de plat, oui, c'est fait en moule. Les assiettes au moule, c'est très compliqué. Les assiettes, il vaut mieux les faire autour. Ok. Parce qu'on tasse bien là-dedans. Ah oui. Ça évite les déformations. Ok, d'accord. Il y a une histoire moléculaire, paraît-il. Je crois, quand on tourne, il me semble, les atomes vont se mettre dans un sens, ce qui assure la solidité de l'ensemble. Donc résultat qu'on n'obtient pas en travaillant. C'est comme du laminage en fait. C'est un peu fibré comme le laminage, oui, mais du coup un peu comme une formation de gluten quoi. Mais peut-être, vais-je vous répondre. Mais oui, mais sûrement. Sûrement, c'est Voilà notre métier dans notre tout petit atelier qui est en fait l'ancien Ticard. Ticard en breton ça veut dire le lieu de la charrette puisque c'était l'écurie. D'accord, donc une charrette, un cheval égale 2 potiers. Cohérent jusque là. Cohérent jusque là, ça va. Voilà, on a tout refait depuis A jusqu'à Z. On a simplement rajouté une mezzanine pour qu'on puisse quand même travailler à deux, sinon ça aurait été un peu compliqué. Ouais, sinon ça aurait été l'un sur l'autre quoi. Ouais, il y a assez peu de potiers qui ont des ateliers aussi petits. D'accord. C'est comme ça, mais on y est bien. Sachant que ça fait aussi office de boutique. Oui. Aussi, du coup. Et vous avez vu l'inconvénient l'été, c'est que quand il y a du passage, ça peut être compliqué parfois. C'est pour ça qu'on ne donne pas cours, parce qu'on ne peut pas correctement donner cours et en même temps correctement recevoir les gens. Oui. C'est une question après d'honnêteté intellectuelle. Voilà, on ne fait pas cours par-dessus la jambe. Voilà, vous savez tout, vous pouvez devenir potier. Oui. Vous avez dit une cuisson à lancer. Elle est lancée, vous entendez le bruit derrière? On va vous montrer parce que c'est un bidon industriel reconverti en four en fait. Ah oui, d'accord, il y a beaucoup de gens qui refont des franges comme ça. Oui, par un ancien ingénieur également. Non, je fais ce qui me passe par la tête. Voilà. En gros, c'est que tu vas avoir tes oxydes qui vont te créer tes couleurs, en tout cas, qui vont te permettre de pigmenter ton émail. En fait, l'émail, globalement, c'est du verre fondu. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a de la silice vitreux. Donc ça donne un aspect vitreux et surtout ça va venir aussi étanchéifier ton récipient parce que ta céramique, sinon quand elle est nue, elle n'est pas étanche. Alors, par exemple, le grès,
est complètement vitrifié et donc complètement étanche. Par contre, le raku, lui, est toujours légèrement poreux. Ça n'est pas un émail, on appelle ça une couverte. Ok. Non, il y a une différence de composition, il faudra demander à la spécialiste qui ne fait que passer. Mais c'est pour... vous allez voir, parce que manifestement vous allez assister au défournement, on va sortir les pièces du four, on ouvre le four à 1000 degrés, on sort les pièces du four avec des grandes pinces, le choc thermique 1020 degrés crée les craquelures sur la couverte, on a un feu à côté de nous, on les place dans le feu, les pores de la terre sont ouvertes, alors avec la chaleur, la fumée s'insère en fait dans les craquelures, on tourne et on retourne la pièce dans le feu, et quand on estime qu'elle est suffisamment craquelée et suffisamment enfumée, on la fout dans l'eau à côté de nous pour la fixer définitivement. Oui. C'est très japonais comme technique, ça s'appelle le raku, ça signifie globalement cuisson heureuse, cuisson hasardeuse, hein, ça veut dire à peu près comme ça, quelque chose comme ça. C'est très japonais parce que c'est violent et délicat à la fois. Et c'est très rapide, alors que la cuisson du grès c'est 24 heures, là c'est 1 heure. Ah oui, ok. Voilà. Mais du coup, avec le choc thermique dans l'eau, ça pète pas juste parfois. Le choc thermique, le pire, c'est pas dans l'eau, c'est c'est avant. Quand on sort C'est du feu. 960 à 20 degrés. Parce que oui, dans le feu, du coup, c'est moins élevé. Donc même si la descente est plus rapide dans l'eau, après c'est... En fait, quand on la pièce est tellement chaude quand on la sort du four que je suis même pas certain qu'il y ait un choc thermique qui ait lieu à ce moment précis. C'est quand la pièce est dans le feu et qu'elle commence à refroidir et qu'elle refroidit extrêmement rapidement, on entend les mailles qui chantent, on entend la pièce qui fait clac 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 clac. C'est là qu'elle se craquelle. Quand elle refroidit brusquement. Avec un peu d'expérience, on sait comment faire les craquelures, on sait comment les accentuer plus ou moins, on sait provoquer, vous voyez, là, refaire sortir le cuivre sur certaines pièces, plus ou moins, mais on ne peut pas commander quelque chose exactement, c'est impossible. Quand vous dites faire ressortir le cuivre, c'est-à-dire du cuivre déjà présent à l'intérieur naturellement et donc vous faites ressortir. Oh, vous avez vu la pièce là-haut? Oui. Ah d'accord, vous mettez de l'oxyde de cuivre. Dans la recette du bleu et du vert, il y a une proportion assez infime de l'oxyde de cuivre noir. Ok. Et au moment de la cuisson, quand Gilles Verne fume, si il prive la pièce d'oxygène, il y a une cuisson en réduction. Okay. Et du coup, le cuivre se révèle, non pas en verre, mais en cuivre. Trop bien. D'accord. Une laisse à l'intérieur. Celle du haut? Oui, peut-être. C'est bon. On va peut-être remplir la bassine un peu d'eau. On va commencer à les entendre. Pour l'instant, c'est encore un peu chaud, mais on va commencer à les entendre craqueler normalement. D'accord. Je sais plus où est le. Vous avez senti la chaleur quand même? Ouais, oui, ouais, ça... L'ouverture du four. Bah, j'imagine qu'en plus, près en plus comme ça, vous, ça doit pas être. Alors regardez ça, si vous voulez, ça commence à craqueler ici. Vous pouvez vous approcher juste pour regarder un peu. Vous voyez? Ah ouais. D'accord, oui. Et donc c'est la fumée qui rentre dans les craquelures? C'est ça. Oui. Quand la terre est encore dilatée. Ok. Et là, on voit que ça commence. Mais si je pouvais pas voir ce qui fait un peu chaud, et à l'intérieur, ça commence à cuivrer. Ok. Et donc ça, là, la pièce arrondie là, que vous avez sortie, c'est une pièce Ça de décoration? Ouais. Oui, c'est une pièce de décoration. C'est un porte-vinyle, mais En langage technique, on appelle ça un truc. Ouais, d'accord. Mais c'est justement, c'est ce que j'allais... Ça, j'aime bien. Ouais. En industrie, on appelle ça un support, mais c'est tout comme. Un support, voilà. Ah, d'accord. Ouais, un support en industrie. Quand on sait pas, c'est un support. Ah bah voilà. Et puis... Un support de quoi, par contre? Ça, c'est la question. Voilà, faut jamais préciser. Alors maintenant, il faut faire attention, parce que c'est maintenant que ça peut craquer. Ah, d'accord. C'est déjà arrivé que ça éclate? Oui.
c'est comme ça, elle. Non. Pardon. Vous connaissez Totoro? Oui. Bah, il est là. Il est en train de... C'était un barbecue de Totoro. Parce que j'ai vu à l'avant, il y a des petites bêtes. Kodama. C'est Sylvain, dans Princesse Mononoke. C'est bien voilà, ça. c'est bien ce que je me me disais. suis dit, attends, ça c'est un truc breton ou ça vient d'ailleurs déjà? Qui craquait le plus, lui. Je pense que c'est bon. Oui. Cool, yes. Cool. Moi, je pense qu'il est pas mal. Non. Pardon. En fait, non. Essaye de le cuivrer, non? Un petit peu, ouais. Mais c'est peut-être trop tard, elle est froide. Ouais. C'est-à-dire que le blanc est bien craquelé. Bon, allez. Je crois que c'est juste le reflet de la flamme sur le... Peut-être. À l'intérieur, c'est cuivré, ça peut être chaud. Donc voilà le résultat avec un... Est-ce que je peux venir un peu plus? Là, vous pouvez, il n'y a plus de risque. Ça expose plus. Donc là, le réseau de craquelure est bien. Et après, c'est purement une question de goût. Donc certains peuvent trouver qu'il y a trop de craquelure. Moi, je trouve que il est bien. Il est très beau. Celui-ci, oui. Ouais. Pour celui-ci, ouais. J'aime bien quand les craquelures jouent avec le motif. Regardez. C'est vrai que c'est joli. Mais ouais, au-dessus des cocos. Oui. C'est super. Il y a une crinière plus grande. Et ça, c'est purement aléatoire. Bah oui. Oui. Même si on sait que souvent les craquelures naissent à partir des zones que nous n'avons pas émaillées pour qu'elles apparaissent noires. Bah ouais. Je referai. C'est pas la partie la plus compliquée à refaire. Donc là, vous voyez, il a pris un petit choc. Là, ça s'est collé. Ça s'est collé. Que... On s'y attendait. Ouais. Ah ouais. Donc, mais ça va pas être la pièce la plus compliquée à refaire. Franchement. Et là, finalement, il a pas mal émaillé. Oui, il a pas mal cuivré, pardon. Le Et il cuir, sera... Ouais. C'est ça le charme du raku, c'est que on peut s'attendre à rien et à tout. Et là, c'est vraiment, faut y aller sans attente et puis se dire, on peut faire un truc super chouette comme on peut faire un truc. Voilà. Bon, en fait, ça sera un vase. Je vous vends la mèche. Voilà. Pour des fleurs, j'avoue que ce serait... Mais ça, tu peux avoir sans doute des fleurs séchées, bon on ne sait pas encore. Elle est belle. Ah ouais. Sacré boîte aux lettres. Le fameux support. Ah ouais, la fameuse boîte aux lettres. Par contre, pour récupérer le courrier, chiant quoi. Oui, c'est uniquement pour le facteur celle-là. En fait, c'est une boîte aux lettres à usage unique. C'est pour y mettre les infos. Pour récupérer le courrier, il faut la casser. C'est des factures et on va... Et ça donnera donc, normalement... Un beau support pour support. Ouais, un beau support pour support. Voilà. Et Marie-Laure ici va remplir le four pour la deuxième fournée du jour. Donc si je dis pas de bêtises, ces pots-là, enfin tout ça, ça va finir à peu près avec les mêmes... Non, ce ça genre va de... être vert et bleu. Vert et... Alors, ça c'est le vert, c'est oxyde de fer noir qui donne le vert avec de l'oxyde de cuivre. Et le bleu, enfin le gris clair va devenir bleu. Vous pouvez voir des exemplaires à l'intérieur. Très stylé, d'accord. Et là il y a du cobalt. Ok. Et un peu de cuivre aussi pour avoir cet effet cuivré et avoir un bleu un peu plus subtil, on va dire. Ah oui, ça change du tout au tout quoi. Oui, c'est incroyable. Les Japonais aussi réparent leur... Oui, les vases cassés qui sont réparés avec de l'or. Kintsugi. Le kintsugi. Or ou argent, ça fait partie de cette idée-là. Et ça va aussi de pair avec la philosophie, enfin la religion zazen, qui est une branche du zen, qui, comme beaucoup de religions d'ailleurs, prône l'acceptation du résultat quel qu'il soit. C'est-à-dire si votre résultat est moche, il est là, vous faites avec, bon. parce qu'il est là. C'est comme les gosses. Voilà. Ça c'est dit. On est un peu border, mais ça va. Vous couperez 2-3 trucs quand même. Ouais, 1300 degrés, ça chauffe un gosse, oui. Voilà, on va laisser le four monter à température tout seul, profiter de son inertie, et quand il ne montera plus, on va le remettre en marche. Donc 1 heure à peu près, c'est ça? Il faut à peu près 1 heure, c'est ça, oui. Il faut monter tout doucement, sinon... Et là, oui, sinon ça pète, si on est impatient.
Et vous les pré-séchez ou pas? Et en fait, il y a une première cuisson qu'on appelle le biscuitage. Ça a déjà bien asséché, comme on a défourni quand. Ouais. Mais ça peut encore arriver, c'est arrivé d'ailleurs lors de la dernière cuisson raccoon, c'est que il y a une pièce qui a explosé dans le four. Ok. Voilà. Alors, soit c'est parce qu'effectivement il y avait un résidu d'humidité, soit c'est parce qu'il y avait une bulle d'air. Ah oui, ok. C'est peut-être plus une bulle d'air qu'autre chose, je pense. Okay. Et c'est étrange qu'à ce stade-là, ça explose. Normalement, ça explose lors de la première cuisson. Ouais, ok. Rarement lors de la deuxième. Ce qui, voilà. Ouais, normalement, c'est débarrassé de tout pendant. Et ça explose aux environs, quand ça explose aux environs de 280 degrés. D'accord. Ça, vous chercherez l'explication, je ne la connais pas. C'est toujours aux environs de 280 degrés, il doit y avoir un phénomène mécanique, physique. Du coup, si ça explose dans le four, il n'y a pas moyen que ça ruine les autres pièces? Si, il y a vraiment moyen. Ça a ruiné les autres pièces? Non, celle-ci a eu la délicatesse de... Je l'ai entendu, elle a eu la délicatesse d'exploser en emportant une autre qu'elle n'a pas trop abîmée. Voilà. Et j'ai pu la retirer parce qu'on était qu'à 280, donc j'ai réouvert le four. Ouais. On a déjà perdu un four entier plusieurs fois, que ce soit dans le grès ou dans le raccoon. Une fois tout s'est écroulé. Et une plaque qui s'est scindée en deux. Bah, ça se fait évidemment le choc thermique. Donc tout s'est écroulé et puis dans une cuisson grès, une pièce pareille a explosé alors qu'elle n'aurait pas dû. Et elle s'est étalée, s'éparpiller, se coller. Là on n'a pas entendu sur toutes les autres pièces avant d'aller. C'est bien, du coup ça fait des pièces qui sont originales et atypiques. Oui, c'est les pièces qu'on récupère à la maison généralement. Vous connaissez l'histoire du cordonnier qui est le plus mal chaussé. C'est exactement la même chose pour les petits. Ouais. Est-ce que je peux en réserver tout simplement? Bah si vous repassez... Ou sinon, le surprise... après c'était des coups de cœur, mais la surprise de... Il est en train de Après le problème, il aura tout... il va tout prendre, il va tout acheter. Chaque pièce est différente. Les 4 là? Non, pas les 4. Quand même pas. Oui, j'en prends 2. Elles ont une belle gueule. Bon, je reviendrai seul. Ne pas descendre du vélo, ne pas descendre du vélo, ne pas descendre du vélo. Oh, j'avais pas vu. On va voir le temps, on va voir ça. Attends, il y a toute la bouffe en plus là. Oui, non, je vais aller prendre par le châssis. Ouais, bah Oh, la vaisselle propre, oui. Regardez, le feu. Ouais, tu voulais. Eh ben, voilà. Arrivée d'air en dessous, bois qui crame un peu au-dessus, combustion à peu près au milieu, et échappement au-dessus, avec ce qui cuit du coup au-dessus. On n'a quasi aucune fumée. On n'a quasi aucune fumée, ce qui veut dire que la combustion est quasi parfaite. Pour rappel, combustion incomplète, fumée. Comment ça marche un rocket stove? Ici, vous faites un trou avec de l'air. Ici, vous faites un trou, vous mettez du bois, vous allumez au-dessus, l'air chaud qui monte. Du coup, ça tire de l'air froid. Du coup, ça brûle très fort, très vite. Dans les deux. Oui. Et ça chauffe tellement dur que du coup, ça boue au-dessus. Hein. Et du coup, en fait, on avait fait des petits trous aussi. On a évacué parce on s'est rendu compte qu'il y avait de la fumée des fois. Donc, on a fait des petites ouvertures ici, là, pour évacuer un peu plus l'air. Et ça crame très très bien. Mon cul, tu veux un coup d'envie? Pendant ces 4 semaines, on s'est aussi lancé un défi. C'est de réussir à emmener Sally en haut, jusqu'au bout. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Sally up, green Sally down. Last done start, gotta tell the brown. Green Sally up, green Sally down.
Allez les gars! Ouais, yes! Et la pompe la dernière! J'ai pas réussi. De même! Yes! Je suis allé jusqu'au deuxième. Jusqu'au deuxième. Et toi aussi tu l'as eu? Tu l'as eu? Ouais. Et comment? J'ai pas remonté après le dernier arrêt, mais c'est pas demandé. On l'a vu? Ça fait combien de temps qu'on en fait tous les jours là? Les 2 semaines et 2 jours jours d'hier d'arrêt. on l'a pas fait. Et il y a eu un jour d'après je manquais. Bon, état des lieux. Alors, on était parti pour visiter un établissement qui se disait être local, mais qui au final n'en était pas un. Donc, on a un peu le seum. Résultat des courses, on s'est dit, bon, on va se pitancher la gueule pour soulager tout ça. Et il s'avère que la brasserie, en fait, elle est locale. Et en fait, l'entrepôt est juste derrière. Et on a du coup parlé avec le gars, effectivement, même lui est déçu de voir que la ville se trouve être beaucoup trop envahie de fumisterie. Et en fait, ils veulent ramener un peu plus de choses locales dans cette ville, et y compris de la brasserie. Donc on s'en va directement dans l'entrepôt, visiter un peu la brasserie et voir comment ça se passe pour fabriquer de la bière locale. Ça va, c'est chouette, pour être clair. Pour vous expliquer, vous avez vu la boutique Non, on est maintenant elle est à l'intérieur du coup. Ah bah bon, c'était derrière là-bas. Nous on a reçu notre gros outil de production il y a 3 semaines. On change d'outil de production. On est passé sur quelque chose de petit, on est passé sur beaucoup plus gros. Mortel. Ce qui fait qu'on est encore en train. C'est un peu le bordel, je vais être honnête avec vous. Ah bah oui. Ouais, mais du coup vous êtes encore en phase de. Bah vous allez voir, là je viens de finir l'électricité et là je suis sur la fin. Ok. Hop. Ok. Ah oui, donc oui, forcément. Là, il y a du ça- local. Là. Ouais. On va faire pas mal de choses. Du Et coup, on a du coup, c'est quoi que vous avez changé sur toute la partie? toute la partie inox en fait. Ok. On était sur 100 litres et là on passe sur 2000. Donc ça nous permet d'être un peu plus gros quand même. Ouais, Oui, tout à ça permet de faire quelques bières en plus. Quoi. Vous êtes passé d'une pico-brasserie à une micro-brasserie. Ouais, c'est à peu près ça. On peut dire ça. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Mais voilà, donc, la vraie, c'est vrai que c'est encore. Non, il n'y a pas de souci. Au contraire. Mais pour une brasserie, vous voyez bien à quoi ressemble une brasserie. Je peux vous faire en 2 minutes top chrono, je vais vous faire le cheminement. Quand on fait de la bière, la première chose qu'on fait, c'est que on récupère du malt d'orge ou du malt de blé. Quand on récupère le grain, on le concasse dans un concasseur qui est ici. Le concasseur, il casse l'écorce du grain et en fait, il laisse apparaître l'amidon. Et on le met dans ce qu'on appelle une cuve d'empâtage. Et dans sa cuve d'empâtage, il y a une réaction chimique grâce aux enzymes. Et avec la chaleur, l'eau et l'amidon qui est mis à l'air, il y a la réaction chimique, les enzymes transforment ça en sucre. Donc notre objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un mou sucré, que l'on va ensuite transférer dans la deuxième cuve, qui est une cuve d'ébullition. Et la cuve d'ébullition a pour objectif d'aseptiser votre mou, pour qu'il n'y ait plus aucun microbe ou d'autres produits qui pourront embêter en fait les levures après que la fermentation va commencer. C'est aussi à ce stade qu'on rajoute en fait la partie aromatique. Dans la partie aromatique, c'est surtout les houblons. Amertume en début d'ébullition et en fin d'ébullition, ça va garder des huiles essentielles parce qu'elles n'ont pas le temps de s'évaporer. Il n'y aura pas la réaction chimique qui transforme l'amertume, qui est l'isomérisation. Et donc voilà, donc là on aseptise et on aromatise avec des houblons. Et après, on refroidit et on met en fermenteur. La réalité, c'est que le rôle d'un brasseur, ce n'est uniquement de préparer à manger pour des levures. C'est tout. Pour moi. La personne qui fait de la bière, c'est la levure. C'est pas le brasseur. Le brasseur fait... il prépare une recette et la levure va développer beaucoup de goût à elle. Donc bien entendu, le grain apporte sa couleur.
et va apporter tout le côté maltais, torréfié, un peu de sucre résiduel, le miel, plein d'éléments. Mais tout ce qui est côté très floral et cette amertume, c'est plutôt le houblon. Et après, il y a plein de gens qui font plein d'adjonctions, comme rajouter des fruits, rajouter des herbes, rajouter plein de choses différentes. Et une fois que vous êtes en fermenteur, vous laissez la levure faire son boulot. Et une fois qu'elle a fait son boulot, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, ça va durer entre 2 semaines et 1 mois. Et en fait, le but, c'est qu'au fur et à mesure, avec l'attraction terrestre, tout simplement, la levure va sédimenter, parce qu'en fait, c'est un organisme vivant, mais qui ne bouge pas. En fait, elle mange sur son trajet d'en haut, en descendant vers le bas, elle va manger tout ce qu'elle trouve sur sa route. Et la levure, en fait, ce qu'elle fait, c'est comme une levure à pain. La levure, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme en fait le sucre et elle le transforme en CO2 et en alcool. Et elle produit de la chaleur. Néanmoins, elle ne produit de l'alcool uniquement parce qu'elle est dans un milieu fermé et clos qu'il n'y a pas d'oxygène. Si elle était à l'air libre, elle ne ferait pas d'alcool, elle ne serait pas stressée. Comme une levure à pain. Les lambics, où c'est cuve ouverte et c'est les levures qui tombent dedans. Ouais, mais elle est dans le liquide. Ah oui, oui. C'est ce que je veux dire. D'une certaine manière, oui, il y a un accès à l'air, tu as tout à fait raison, surtout qu'en plus il y a une surface de contact qui a une part d'oxygène, mais la majorité, au fur et à mesure qu'elle va descendre, elle va manger tout l'oxygène qui est autour d'elle, juste à sa portée. Dès qu'il n'y en a plus, elle va commencer à stresser et elle va faire de l'alcool. Et c'est pour ça que les lambics sont moins alcoolisés du coup en général, c'est parce que il y a un peu de ça. Après, les lambics et les gueuses, on est sur des bières, c'est pas le même type de levure, c'est comme des levures naturelles. En fait. Et donc ça fait des bières avec des goûts particuliers. Alors moi j'adore ça. La seule chose c'est qu'on sait souvent, c'est pas une vérité vraie, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas une vérité vraie, mais c'est simplement de dire qu'une fois qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle de la brette ou des bières naturelles, malheureusement tu peux pas faire grand chose d'autre. Pour la simple et bonne raison que les levures naturelles sont généralement plus puissantes que les levures du marché qu'on utilise. Donc, et elles ont tendance à contaminer. Ouais, s'il y a des résidus ou quoi. Elles vont contaminer tout le reste de l'air. Donc en fait, c'est souvent quand on se lance là-dedans, on ne fait plus que ça. Parce qu'il est très très difficile de les faire sortir de son environnement. Ça peut être sur le plafond. Tu vas en Belgique chez certaines très très grandes brasseries qui font des gueuses et ce genre de choses. Tout est ouvert et en fait leurs levures naturelles, elles sont partout dans les poutres, dans les murs, dans les plafonds, parce que c'est laissé à l'air libre. Mais ils ne pourront plus jamais faire une bière normale. Ou sinon il faut qu'ils aient un site de production à côté, différent, dédié à faire de bière. Et du coup, pour par exemple une différence entre une rousse, une blonde, comment ça se passe En fait, c'est une question. Alors, la même recette faite par 10 brasseurs différents va faire 10 bières différentes. La réalité, c'est que quand tu fais une bière, tu as un cahier des charges de base où tu vas avoir besoin d'un malt de base. Ça peut être du Pale Ale, du Pilsner, ça peut être du Maris Otter, il y en a plein de différents. Mais ce sont des malts qui n'ont pas une trop grande torréfaction et dans lesquels il y a beaucoup d'amidon, c'est-à-dire le sucre qui va pouvoir se fermenter par la suite. Par la suite, tu vas rajouter ce qu'on appelle des malts de spécialité. Et les malts de spécialité vont être plus ou moins torréfiés, avec des techniques différentes, et vont apporter à la fois de la couleur, du goût, mais plus ton malt est torréfié, moins il y a d'amidon, moins il apportera quelque chose pour la levure pour qu'elle mange. Donc en fait, si tu fais uniquement une bière de malt de spécialité, tu auras une bière qui aura peut-être du goût, mais il n'y aura quasiment pas d'alcool. Parce qu'il n'y aura pas eu assez de sucre pour les levures pour faire quelque chose. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais un malt blond tout simple, tu lui rajoutes des malts de spécialité qui vont donner de la couleur. C'est généralement le malt qui donne la couleur. Donc tu as du Cara Red qui va apporter le côté rouge, par exemple. Tu vas pouvoir apporter du brown. Le brown, c'est un grain que nous, on utilise dans notre rousse irlandaise qui va apporter un côté torréfié, toasté, ce genre de choses. Et puis après, tu peux aller jusqu'à ce qu'on appelle du noir, des maltes café, des maltes chocolat. Et là, ils sont très, très, très noirs, tout simplement. Donc, ils vont apporter énormément de couleur, mais apporter très peu de sucre. Donc, en fait, c'est juste une recette toute simple de malt. Et après, tu vas avoir le côté entre, si tu veux, une blonde, une rousse, terminologiquement parlant, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu auras plutôt des vrais styles. Donc, dans les blondes, il y a une multitude de bières et de styles. Donc, tu peux faire une Pale Ale, une American Pale Ale, tu peux faire une blonde belge, tu peux faire enfin, il y a des quantités astronomiques de styles. Donc en fait, nous par exemple, quand tu regardes les bières qu'on fait, on est plutôt sur des styles de bière. Donc on fait une Pale Ale, j'ai un cahier des charges qui correspond à une Pale Ale. Si je fais une Wheat Beer, c'est la blanche, mais sur un cahier des charges de grains
plutôt belge, plutôt que la blanche française. La Red Ale, moi, c'est une rousse irlandaise. Donc pareil, c'est un cahier des charges. Et en fait, tu rentres, il y a un seul organisme dans le monde qui met réellement un cadre autour des bières, ça s'appelle le BJCP. Voilà, ce n'est pas un cadre légal, c'est-à-dire qu'en fait, on peut dire et faire n'importe quoi. C'est un peu quelque chose qui est malheureux à mon goût dans le monde de la bière. N'importe quelle grosse entreprise qui veut se réclamer de, je sais pas, n'importe quelle appellation, techniquement, vu qu'il n'y a pas forcément... Mais il n'y a pas vraiment forcément d'appellation. Oui, mais je veux dire, par exemple, la triple, ça peut ouais, ça, être... soi-disant quelqu'un qui triple, va... ça veut pas dire grand-chose. Voilà, par exemple. c'est ça, soi-disant quelqu'un, des grands brasseurs industriels qui vont dire, ouais, on a fait une pale ale ou quoi que ce soit, qui vont la vendre plus cher. En fait, on ne sait même pas si c'est une pale ale ou s'ils ont juste mis... malheureusement, en fait, de nos jours, il y a peu de brasseries qui mettent le... Alors peut-être pas la recette avec exactement les quantités de chaque grain, mais au moins de mettre les grains utilisés. Nous, c'est ce qu'on fait sur nos étiquettes, parce que je suis ce qu'on appelle un geek. J'aime bien savoir ce que je bois, et comme dans le vin, comme dans plein de choses, dans ce que je mange. Donc j'ai une information qui est une arborescence des saveurs pour la majorité des gens, parce que c'est tout ça qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir comme goût dans la bouche. Puis tu as plein de gens qui, eux, veulent par contre savoir tel grain va apporter tel élément dans une bière. Moi, je sais qu'un Carapils va apporter de la dextrine, donc va apporter un sucre résiduel dans ma bouche. Je sais que des flocons d'avoine vont apporter une densité sur la mousse. Et en fait, si je savais ce genre d'informations, ça m'apporte plein de choses. Si je fais une wheat beer, je sais que c'est un 50-50 de Pilsner et de wheat, de malt de blé. Pour moi, c'est le vrai cahier des charges. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'écarter de ça. En fait, on est quand même des chefs, on s'amuse. Hein. Ma wheat beer, j'ai mis du basilic dedans. Voilà, on a le droit de s'amuser. Je ne dis pas le contraire. Et je dis juste que, vu qu'il n'y a pas de cadre légal, on peut dire tout et c'est ça, on peut dire tout et son contraire. Et puis, Après, si vous faites un concours international, que vous apportez une wheat beer et qu'il n'y a pas du tout le cahier des charges à wheat beer, elle ne rentrera pas dans le classement. Ils vous diront, non, ça ne correspond pas au cahier des charges qui est donné initialement pour pouvoir rentrer dans le classement. Oui, ok. Voilà. Mais sur le terrain, si vous regardez ce qui est proposé, voilà, il y a très peu d'informations. Oui. Très peu d'informations. il y a généralement, il y a malt, eau, orge, sucre. Bon. Les maltes, c'est pas précisé lesquels. Après, maintenant, je savais pas que c'était une variation de différents maltes qui donnaient les goûts. Donc déjà, les couleurs. j'apprends des choses. Il y a une vraie réalité, c'est que c'est aussi ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on fait une étiquette, vous n'allez pas acheter 1000 étiquettes. Généralement, on va faire des séries. Ça, vous allez acheter un gros rouleau et puis après, ce sera... Et voire plus qu'un gros rouleau si on veut avoir une économie d'échelle. C'est juste une... Voilà. Et en fait, une fois que vous avez écrit quelque chose sur une étiquette, si, mettons, l'année prochaine, vous avez une rupture sur un houblon que vous utilisez dans votre recette, si vous marquez le houblon que vous utilisez sur l'étiquette, c'est compliqué en fait. L'année prochaine, vous allez vous retrouver un peu bloqué parce qu'il n'y a plus de ce houblon alors que vous avez écrit que vous avez utilisé ça. Donc, il y a des tenants et aboutissants qui expliquent pourquoi certaines personnes ne mettent pas tout. Après, voilà, c'est juste... Bon, après, le houblon, en général, c'est ce qu'on retrouve le plus. Les maltes, pas forcément. On a les céréales, mais on n'a pas les capres. La majorité des gens, c'est ça. Ils vous diront au moins le houblon, parce qu'il y a une vraie floralité dans les houblons qui apporte vraiment quelque chose. Moins les maltes, mais pourtant les maltes apportent énormément. C'est quand même le tronc, c'est la colonne vertébrale de votre recette. Donc c'est important de distinguer certains maltes qui vont apporter vraiment des textures, voilà, de la rondeur, un sucre plus ou moins. Et en fait, ce qui est un peu plus compliqué aussi, c'est que tout est une question de température. Donc la même recette à 3 degrés de différence quand on fait un empâtage, ce ne sera pas le même goût à la fin. Pas le même goût à la fin. Okay. Voilà, il y a ce qu'on appelle des paliers enzymatiques, où les enzymes vont travailler le sucre d'une certaine manière. Vous mettez à 63 degrés, le sucre va avoir tendance à couper, un peu tronçonner votre sucre, qui sont des branches de petits carrés comme ça qui sont alignés, et ils vont brancher, et ils vont faire des sucres qui vont avoir moins complexes, mais avec des formes différentes. Vous êtes à 73 degrés, ça va couper les bouts, et ça va faire des petits carrés. Et donc en fait, ça va vous faire le sucre, vous avez du glucose, du maltose, du maltotriose et de la dextrine. Enfin, après, il y en a d'autres, mais voilà, le glucose, c'est un petit carré, du maltose, c'est 2 petits carrés, du maltotriose, c'est 3, et de la dextrine, c'est 4. La dextrine, c'est le sucre que vous sentez dans la bouche. Ok. En dessous, ce sont des sucres fermenticibles qui, normalement, sont mangés par la levure. Arriver à 4, c'est trop complexe. Il y a peu de levure qui arrive à manger ce genre de sucre, et c'est ce que vous allez ressentir. Le côté miel, le côté... tout ce genre de choses. Chocolat, n'importe quoi. Donc et en fait, tous ces paliers enzymatiques de température vont apporter différents stades à la bière, vont vous rapporter plus de sucres fermenticibles qui vont être plus facilement mangeables, ou moins, plus de dextrine pour pouvoir avoir plus de rondeur en fin de bouche.
Et après, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Pour l'instant, combien est-ce que vous avez 2 recettes disponibles? 4 recettes disponibles. Ok, d'accord. Il y en aura 2 en plus en septembre. On va faire une Berliner Weiss à la mûre. Et on va faire une Smoke Porter, peut-être sarrasin. Porter, ça pète. Moi j'aime bien ça. Et puis l'année prochaine, on aimerait bien passer sur une gamme canette, pour une gamme un peu plus geek. En fait, on reste à Le Crenant, et en fait, c'est important d'avoir une gamme qui correspond aussi à la clientèle de passage dans Le Crenant. Et pour commencer, il n'y a aucun restaurant qui acceptera une canette à table. Ils mettront une bouteille à table. Logique. Donc pour nous, on commence, pour se structurer, on commence avec une gamme bouteille. Une gamme plus classique, on va dire. Bon, on a quand même fait des partis pris, on s'amuse quand même, mais ça reste que c'est quand même important de partir sur quelque chose qui plaise au plus grand nombre. C'est ça. Faut que ça marche. Et après, on s'amuse, quoi. Et il faut que, je suis brasseur, je fais ce que j'aime, mais en même temps, j'ai quand même beaucoup d'investissement et il y a quand même une question de rentabilité. Il faut quand même qu'il y ait des rentrées dessous et tout ce qui va avec. Et puis, vu la gueule des cuves. C'est un joli outil. Ça a l'air d'être 316 ailes, à peu près le prix. Non, on est content. Il y a du matos. Un petit billet. Et encore, on a quasiment fini. Là, je suis en train de finir toute la partie glycolée. On a eu le consuel est passé la semaine dernière, donc voilà, il doit juste me finir de me raccorder 2 éléments. Je dois mettre la cheminée qui doit passer à travers le plafond. Et à partir de là, on peut utiliser la nouvelle bécane. Donc on est content. Enfin. Et toute cette installation, vous l'avez installée quand en fait? Là, elle est arrivée le 16 juin. L'été, du coup, des ventes et des premiers clients. Alors moi, j'étais brasseur chez Nao avant. Nao, c'est la petite sœur de Corrèze. Je connais. À Vigneux-de-Bretagne. J'ai eu la chance de très bien m'entendre avec mes anciens employeurs qui m'ont laissé ce qu'on appelle Gypsy Brewer sur mon ancien outil de production. C'est-à-dire que j'ai pu développer mes 4 premières recettes sur mon ancien outil, donc je suis allé brasser là-bas. Moi, ça m'a permis d'ouvrir la boutique avec Alexandre et de pouvoir travailler sur tout ce qui est image de marque en amont, de recevoir la grosse bécane. C'est-à-dire que j'ai fait ma pico, on a fait nos tests, je suis allé là-bas, j'ai brassé en 2000 litres mes 4 recettes, et on est revenu ici. Et ça nous a permis, en fait, il y a un peu plus de 250 000 € qui sont sortis pour ça, et c'est toujours en amont de la rentrée d'argent. Donc le fait d'avoir pu brasser chez Nao, me permet quand même Ça permet quand même aussi d'avoir, on va dire, j'avais pas un matelas confortable, mais de se dire, bah oui, ça se vend, et puis oui, déjà, c'est de voir si on doit faire des améliorations sur nos recettes, sur la première version, chose qu'on a faite sur la Pale Ale, où on a amélioré en faisant ce qu'on appelle un dry up sur le Citra, parce qu'on trouvait qu'elle manquait un peu de profondeur. Là, la Smash IPA, c'est ma première version. Moi, je trouve qu'elle manque, pareil, elle manque un tout petit kick-in un petit peu plus. On va retourner voir mon collègue, parce que sinon il va me dire que mais voilà, c'est brasseur, c'est s'améliorer, comme un chef en fusion. Ouais, bah oui. En tout cas, messieurs, c'était un plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup, c'était vraiment un vrai plaisir aussi de pouvoir... au moins, vous n'êtes pas trop déçus de ne pas avoir visité quelque chose. C'est ça. Convoi express arrêté au milieu de nulle part parce que... Réparage. Oui, mais lui il fait son vlog en plus là. Tu veux une belle vidéo à la fin ou pas? Non, c'est sûr, ça fait une belle vidéo ça. Juste, n'achetez pas ce truc. C'est pas ce truc de merde. .com, c'est à chier. Le pire, le site, il est pas à prendre. Le pire, c'est qu'on a recommandé ça aux gens qui nous ont demandé vous avez acheté ça où? Non, on leur a pas recommandé. On leur a dit, de pas acheter. Alors, Youen, tu avais un truc à dire aussi? Faut arrêter de... Oui, alors, viens, voir. Là, cette épaisseur. Ça là, cette épaisseur, c'est nul. Il faut augmenter d'au moins 2 cm. Et là, ce sera pourquoi pas ok. Ça, on a parce que là, c'est vraiment juste à chier. On vire la bague plastique, on fait un raccord caoutchouc déformable pour pouvoir serrer. Ça, bon, c'était nul au début, mais maintenant ça va parce qu'on l'a serré comme des fous. Ça c'est cool. Ouais, cette partie-là, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais c'est ça qui a chié. Ça là. Ça c'est nul. Le solaire ça sert à rien, y'a pas de putain de soleil, on va mystère là. Elle quand elle a pété on aurait juste dire dommage. Mais oui, t'aurais jamais dû la réparer. Mais c'est vous qui avez voulu prendre des chariotes, moi j'ai plus rien. Non, on la casse pas. On met des coups de pied puis on attend qu'elle crève. Non. Allez. Non. Parce que ça, regarde, ça va à l'arrière, là sur ton porte-bagages. La tente, on peut mettre chez David. Ça serait parti facilement de fou. Moi, il y a plein qui rentrent. Ça se traîne à l'arrière. Ça, on le fout dans le vent. Puis on verra bien. Non, mais vraiment, pas acheter juste un caddie.
Ça coûte 1 euro. On a déjà les tenteurs pour la fixer, c'est bon. C'est parti. On en a marre. On va manger. Allez. Allez, on est parti, on va manger. Accroche ta chariote quand même, on laisse la là. Ah non, zut, j'ai oublié. Ah zut, j'ai laissé toutes les Il n'y a pas que provisions les de tout le chariotes monde qui ici. lâchent, il y a aussi les pneus apparemment. Le pneu qui va s'écarter avec la pression de la chambre à air. Et du coup, il va déchirer. S'il se déchire pas, il va faire un bourrelet et le bourrelet va bloquer quelque part. Oh putain, merde. Voilà, Ça y est. le bourrelet risque de bloquer ici. Les typiquement. pneus à changer, ça y est. Je suis pneumaticien, métier du Michelin. C'est vrai que lui il travaille chez Michelin, donc t'aurais pas pu nous avoir des bons pneus? Même ton avant est dégueulasse. Non, l'avant est ok encore. Oh, il y a presque. Ouais, on devine qu'il y avait une sculpture. Ouais. Je vois 2 chevaux à la cam. Ah, elle est là. Bon, installation du four solaire et cuisine de brouillé au four solaire. Donc on est sur le parking d'un des 4. On a été autorisé à nous mettre là, on a demandé. Et du coup voilà, hein, première cuisine au four solaire parce que Bretagne, parce que Finistère, ça a été toujours compliqué un peu de le monter. On l'a monté 1 ou 2 fois, mais à chaque fois il a commencé à pleuvoir ou pas. Donc là il fait bleu, avec bon, quelques nuages mais bleu. Donc on peut enfin tenter quelque chose avec. Dansons la carioca. Quand on prend un bonhomme, qu'on ajoute du soleil avec suffisamment de temps, on obtient un bonhomme cramé. Pour la bouffe, ça va fonctionner pareil. On prend un morceau de poulet, on ajoute du soleil un peu de temps, et on obtient un morceau de poulet cramé. Pour le faire de manière plus stratégique, on va foutre un récipient avec notre Boostify. Hop, on va rajouter un soleil ici et on va récupérer ces rayons. Bon, pour récupérer ces rayons, il faut une enveloppe qui récupère le plus la lumière, donc une enveloppe noire qui va capter le plus. Et pour en récupérer encore plus, on va augmenter cette surface exposée au soleil. Pour le faire, on va rajouter des miroirs tout autour qui vont récupérer de plus en plus de rayons et les renvoyer sur notre boîte. Bon, les gars, ça fait combien de temps que c'est là? Ouais, ça fait facile 2 heures, je pense. Bon, peut-être pas quand même, si. Ouais, 1 heure, ouais, peut-être. Hein. Bonne heure déjà, ouais. 1 heure. Résultat des comptes, les gars? Rien, on fait Ah, faut ouvrir, faut montrer. En vrai, c'est bien chaud. C'est un échec. Et oui, ça ressemble à une omelette en début de cuisson. On va arrêter de se le trimballer inutilement. Ouais, il va finir à la benne. Parce que ça sert à rien d'avoir un truc qu'on n'utilise pas, qui marche pas, qui pèse lourd dans un projet où il faut qu'on soit léger. Ça n'a pas trop de sens, donc du coup on l'abandonne. Ce qu'il faudrait faire pour que ça marche, axe d'amélioration, la qualité optique. Là il se trouve qu'on est avec de l'alu qu'on a foutu un petit peu comme ça. En soi les formes de nos arches sont bonnes, c'est-à-dire qu'on a bien la forme parabolique. Problème, on a mis du PVC dessus qui du coup gondole pas mal, et puis après en plus on met de la feuille alu dessus qui elle aussi gondole. Du coup on a une qualité optique qui est juste très mauvaise. D'ailleurs je peux à peine m'éblouir avec ce truc là alors que c'est censé quand même concentrer du soleil. Donc à partir du moment où on se dit qu'on peut pas s'éblouir avec un concentrateur de soleil, c'est que ça marche moyen quoi. Du coup déjà on a ça, c'est-à-dire que notre lumière est pas forcément bien réfléchie sur notre contenant. En plus notre contenant en termes de couleur est pas forcément aussi absorbant que ce qu'on voudrait, c'est-à-dire qu'il faudrait quelque chose de encore plus noir en quelque sorte. Et en plus autour de ce récipient ce qu'il faudrait faire c'est faire une enclave, soit alors ça dépend, ça peut être de l'acrylique, du verre ou autre chose. Mais du coup qui permettrait de laisser passer la lumière à l'intérieur et ensuite conserver la chaleur, du contenant. C'est un échec. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec cuisant? Même pas cuisant du coup. Derrière. Et c'est la première du jour. Première de la journée, c'est beau. Bon, on n'est pas parti tôt, mais bon, quand même. Au bout de ces 4 semaines, malgré les hauts et les bas, aussi bien à vélo que pour le moral, on aura tous appris énormément de choses. On aura fait des rencontres incroyables, découvert des paysages magnifiques. L'utilisation des chariotes était peut-être pas nécessaire étant donné la complexité et le poids que ça ajoute, mais on l'aura quand même fait jusqu'au bout, et ça, c'est le principal. On aura aussi pu constater que des acteurs locaux, c'est pas si rare. Toutes ces rencontres n'ont pas été planifiées. On s'est juste baladé et on a suivi les pancartes qu'on a croisées. Et je pense que c'est ça le plus important, de lâcher un peu ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de nouvelles choses. On sait jamais sur quoi on va tomber, et c'est souvent mieux que ce qu'on pourrait penser.
Les joies du cinéma, vraiment.